One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Club Mondial, votre rendez-vous incontournable sur Al24 News. Et comme d'habitude, je suis accompagnée par nos consultants. Bonsoir Khaled. Bonsoir Khadija. Bonsoir Jamel. Bonsoir Khadija. Et bonsoir Mustafa. Bonsoir Khadija. Et puis nous avons aussi avec nous en visioconférence Karim Atmour. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, avant de nous intéresser au choc de demain entre l'Espagne et la Belgique, il faut signaler que les quarts ont commencé aujourd'hui et fin de la première période entre la France et le Maroc. 0 partout, avec une domination des Bleus dans cette première période, Jamel. Une domination territoriale, je dirais même, qui s'est concrétisée par plusieurs occasions de but, dont un penalty. Raté lamentablement par Mbappé. Parce qu'il aurait pu quand même... Je pense que le pénalty a été vraiment très très mal tiré. Il y a eu une période de doute sur le pénalty au départ, une attente de l'arbitre. Je pense qu'il les a un peu déstabilisés. Mais bon, mais sur le vu de la première rencontre, la France aurait mérité de marquer, bien sûr. Comment, Khaled, avez-vous suivi cette première période entre la France et le Maroc? Comme l'a dit Jamel, c'est-à-dire qu'on a vu une équipe qui s'est installée dans le camp adverse, les Français. L'équipe du Maroc, je pense, qui a voulu jouer en contre-attaque. Et paradoxalement, c'est sur une récupération au milieu qu'ils font leur plus belle action et qu'ils obtiennent le penalty. Donc c'est sur la transition française qu'ils obtiennent leur penalty. Donc oui, c'est peut-être un premier tournant, même si je pense que la deuxième mi-temps... va donner d'autres aspects à ce quart de finale, mais oui, pour l'instant, une domination française qui n'est pas concrétisée par des buts. Et puis il y a Kylian Mbappé qui rate un penalty pour la France aussi. Lamentablement, après une domination, comme a dit Jamal, territoriale, dans la possession, dans les occasions, 3 occasions nettes de scorer, avec une transversale, un tir de loin. Donc si on voit toute la physionomie de la première mi-temps, on va dire que la France a dominé son adversaire. En plus, il pouvait avoir une avance facilement sur les occasions aussi lamentables ratées par Doué, par Mbappé, par Olysée. Et je dirais que c'est vrai qu'une équipe bien regroupée derrière, mais je pense que si... Un bon gardien de but aussi. Exactement. Si la France continue à presser aussi haut comme elle le fait maintenant, je pense qu'ils vont marquer des buts. Karim, une domination de l'équipe de France, mais qui manque de réussite jusqu'à présent. Oui, Mustapha, je te trouve un petit peu dur en disant lamentablement raté. Je dirais, il y a un gardien en face qui fait le job aussi. On voit l'importance d'un gardien dans ce genre de compétition. Non, le tir n'était pas appuyé. Il n'était pas très appuyé, Karim. Le tir là oui, mais sur le tir, il est là, il est en bout de course, il n'a pas la possibilité d'armer son tir. Même le pénalty, Karim.
Le penalty n'était pas appuyé. Alors, sur le penalty, alors, Mbappé, on le voit souvent tirer des penalties, c'est pas son premier de sa carrière. Donc, du coup, on a toujours, en tout cas, moi, j'observe beaucoup parce que c'est des moments assez intéressants d'observer quand il y a une caméra comme ça qui est fixe avant la prise de course de l'élan du penalty. Et là, ce qu'on voyait, Mbappé, c'est qu'il regardait tout le temps comme ça à gauche, à droite. Il n'était pas concentré totalement sur son tir. Et puis, généralement, dans ce genre d'exercice de penalty, on se concentre sur soi, sur sa respiration, d'essayer de garder le plus grand sang-froid possible, parce qu'il y a la pression, donc les pulsations du cœur, elles montent. Donc généralement, c'est pour ça qu'il y a des exercices de respiration qui se font. Et là, je le voyais regarder à gauche, à droite, et je me dis, mais il n'est pas du tout focus dans ce penalty là. C'est peu probable qu'il la mette. Bon, on ne sait jamais, il peut toujours la mettre, mais en tout cas, voilà. Sur ce coup-là, il a été perturbé par tout ce qui s'est passé autour, quoi. Par l'arbitre surtout. Oui, aussi par l'arbitre. Ouais, l'arbitre qui a mis du temps. Parce que même lui, ça l'énervait. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux tirer, je peux pas tirer. Ouais. Donc, toujours 0 partout entre la France et le Maroc. Nous reviendrons bien sûr sur le résultat de cette confrontation à la fin de l'émission. Et nous allons enchaîner par Espagne-Belgique qui aura lieu demain à Los Angeles. Le choc de style des quarts de finale, deux écoles du football européen qui s'affrontent. Khaled? Oui, comme on l'a dit un peu hier, une équipe espagnole qui depuis le début de la compétition n'a encaissé 0 but, qui fait son tournoi sans faire de bruit, avec un Yamal qui n'est pas encore à 100%, parce qu'on connaît la valeur qu'il a, et il devrait démontrer beaucoup plus de choses, mais malgré tout ils sont là, ils gagnent leur match, pas facilement mais d'une manière maîtrisée. Donc oui, ça va être un quart de finale de Coupe du Monde, donc compliqué pour les deux équipes, mais même si la Belgique a montré de belles choses lors du match des États-Unis, je reste persuadé que les Espagnols vont s'en sortir. Cette affiche est-elle équilibrée, on va dire, Jamal? Oui, par rapport à Argentine, Suisse, je pense qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Mais mais je pense que l'Espagne a un pied devant pour la qualification parce qu'ils ont un meilleur effectif. L'équipe est en confiance, 0 but encaissé. C'est un record absolu depuis la création de la Coupe du Monde, je pense. Ah oui. Jamais une équipe n'a atteint le stade des quarts de finale sans encaisser de but. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il y ait un record qui... les records sont faits pour être battus, mais je pense que ce record est absolu. Donc je pense que l'équipe espagnole elle a toute la capacité pour passer, malgré un bon retour des Belges qu'on a vus contre les États-Unis. Mais c'était un match un peu particulier aussi. Les Belges ont profité un petit peu de ce qui s'est passé concernant le fameux carton rouge annulé du joueur américain, et ils ont pris à cœur de défendre chèrement leur peau. D'ailleurs, à la fin du match, dans les vestiaires, ils ont bien piqué le président américain. Ah oui, avec la fameuse chanson là. Oui. Et puis, Mustapha, on va assister surtout à un choc de deux styles différents et de philosophies différentes. Oui, ça va être un match difficile, ça va être des quarts de finale, élimination directe. C'est vrai qu'on voyait bien cette équipe américaine battre la Belgique, au vu de ce qu'on a vu la Belgique tout au long de cette compétition. Après, quand on voit la Belgique éliminer le pays organisateur avec un stade de plein, en plus 4 buts, donc là, tu diras que l'entraîneur Garcia a su mettre une stratégie de jeu de façon à presser haut et récupérer les ballons dans les troisième lignes. Donc, on a vu une équipe vraiment qui presse haut, qui récupère les ballons aussi haut et de marquer des buts aussi efficacement. En plus, on a vu aussi des joueurs, je peux dire, des titulaires à part entière sur le banc des remplaçants. Donc, je pense que cette stratégie de jeu a été bien payante pour ce match. Et je pense que ce match va être très difficile du moment où l'Espagne aussi, c'est une très très bonne équipe qui va vers l'avant, qui presse haut, avec beaucoup d'individualité.
Donc ça va être un match à voir, un match très beau entre deux équipes différentes, deux équipes européennes. Et gare à celui qui fera des fautes, surtout dans la troisième ligne. Et puis Karim, quelle est votre lecture de ce match Espagne-Belgique? Je regardais ce que Jamel disait, oui, je n'ai pas trouvé, effectivement, tu as raison, je crois, Jamel, hein, il n'y a pas eu d'équipe qui a pris de but jusqu'à l'écart dans le passé. Et en plus, d'autant plus si on rajoute les 16e, parce que c'est une première, donc ça fait un match en plus. Donc c'est vrai que l'Espagne, on la connaît pour jouer bien en foot, moi pour bien défendre. Donc c'est vrai que j'ai pas fait attention à ce détail-là, de la solidité défensive dans les statistiquement aussi. Donc non, mais l'Espagne, elle a toutes les cartes, hein. Clairement, elle a toutes les cartes, elle a un effectif meilleur, un peu plus d'expérience que la Belgique. La Belgique, elle s'est aussi un petit peu renouvelée, on va dire, pendant ce tournoi, avec des petits changements, notamment lors du dernier match, dans l'avant-dernier match plutôt, où le coach il a décidé de sortir les cadres de l'équipe, en tout cas de les faire sortir à la fin, et en mettant les jeunes, il a vu que voilà, il y avait un allant positif. Donc ça va être un beau match qui est équilibré. De toute façon, à ce niveau, tous les matchs vont être intéressants à regarder. On va dire que c'est là où la vraie Coupe du Monde elle démarre, où il y a les vrais grands matchs à enjeu et intéressants. Donc, très impatient de le voir aussi. Et puis si on revient au parcours de cette équipe espagnole, première de son groupe, aucune défaite. Elle élimine facilement l'Autriche, sort le Portugal grâce à un but à la 90e minute, toujours invaincu. 0 but encaissé. Elle est probablement l'équipe la plus régulière et la plus équilibrée, Khaled, à votre avis? C'est pas l'équipe qui impressionne le plus, parce que c'est pas elle dont on parle le plus. Mais comme je vous ai dit, en fait, elle fait preuve de beaucoup de maîtrise. Alors c'est pas flamboyant, parce qu'on avait l'habitude d'un Espagne qui te fait tourner en rond, le rondo, hein, comme on dit, à l'époque de Xavi, Iniesta au milieu. Mais c'est très efficace, en fait. Comme tu viens de dire, ils ont pas pris de but, ils concèdent très peu d'occasions. Non, moi je trouve qu'en fait, ils ont une identité de jeu, qui est très visible, qui est espagnole, en rajoutant de l'équilibre, avec un Rodri au milieu qui, quand il faut mettre le pied, met le pied. Donc moi je trouve que les Espagnols font pas de bruit, ils avancent doucement. Après de là aller, comme je l'ai dit hier, de là aller jusqu'au bout, je pense qu'il leur manquera peut-être quelque chose. Mais bon, après, dans le foot, tout est possible. Par contre, c'est vrai qu'il va y avoir deux styles différents. On va avoir peut-être une équipe qui garde le ballon dans les attaques placées, ce seront les Espagnols, contre une équipe qui va essayer de profiter des pertes de balles et essayer de se projeter vite vers l'avant, qui seront les Belges. Donc oui, deux styles différents. Un bon match, je l'espère. Mais je ne changerai pas ma position. Je pense que les Espagnols sont les favoris. Oui, ils sont favoris. On va rester avec cette équipe espagnole. Même sur le plan historique. Collectif. Non, sur le plan historique des matchs entre les deux nations. Entre les deux nations, il y a eu 22 matchs qui sont disputés pour 12 victoires et 5 nuls. Victoires pour les Espagnols, hein, bien sûr. Donc il n'y a eu que 5 défaites en tout, en 22 confrontations. Et je pense que sur les dernières années, malgré le fait que la Belgique ait atteint la fameuse première place du classement mondial à un certain moment, ils ne se sont jamais imposés contre les Espagnols. Et puis Mustapha, le parcours de cette équipe espagnole qui est en train de venir doucement et sûrement, est-ce qu'on a l'impression que ce parcours ressemble à celui de 2010 ? Oui, c'est vrai que je me rappelle en 2010... Elle n'est pas impressionnante comme l'a dit Khaled, mais elle arrive doucement quand même. Elle est là. Exactement. Elle est là. On voit, en point de vue possession, l'Espagne maîtrise toutes les sélections qu'elle joue. Donc je pense qu'avec Rodri, avec Pedri, avec Olmo, avec Oyarzabal, dans la finition, c'est vrai qu'il se crée beaucoup d'occasions. En plus, en vue de la petite forme dans Lamine Yamal, et en ce moment, je pense que si ils vont relever un petit peu le rythme, je pense qu'ils iront loin dans cette compétition. C'est vrai que quand on parle de l'Espagne, c'est pas l'Espagne de 2010, mais quand même, quand ils accélèrent, quand ils vont devant, je pense qu'ils sont tranchants aussi devant. L'Espagne, malgré que au départ, ils n'ont pas fait un bon entame de cette compétition, mais à la fin, on voit vraiment l'Espagne qui monte en puissance. On va poser la question à Karim. Karim, est-ce que cette équipe espagnole actuelle nous fait rappeler l'équipe espagnole ou la génération dorée de 2010 ? Sacrée championne du monde.
Alors non, moi je dirais non, parce qu'en 2010, ils avaient un milieu de terrain qui était tellement extraordinaire, Ouais. qui faisait la différence et tout ça par là. Donc ils n'ont pas ce niveau-là au milieu de terrain. On est très loin là. Mais ils ont une bonne équipe homogène. Ils Collectivement? jouent avec leur force. Pardon? Collectivement? Oui, collectivement, oui, ils sont bons, ils sont jeunes, ils ont un goût, mais on ne peut pas les comparer avec 2010. 2010, c'était vraiment une génération extraordinaire qu'ils avaient, avec la moitié des joueurs qui jouaient soit au Real de Madrid, soit au Barcelone, et qui dominaient la planète de foot de manière générale des gens du club. Donc après, c'était la conséquence en équipe nationale. Peut-être la différence, Khaled, c'est que cette équipe actuelle, elle a moins d'expérience que celle de 2010. Oui, mais ils en acquièrent au fur et à mesure de la compétition. Oui. C'est pour ça que peut-être demain, le match de la Belgique, s'ils arrivent à le passer, peut-être un match qui va leur donner espoir, ils seront en demi-finale, donc ils vont essayer d'aller jusqu'au bout. Mais pour faire la différence, pour juste rebondir sur ce qu'a dit Karim, c'est vrai que déjà le profil des joueurs du milieu de terrain entre Xavi et Iniesta, on avait des joueurs fins techniquement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très grands, pas très athlétiques, contrairement à aujourd'hui, le football demande un peu plus d'être athlétique, peut-être un Olmo, alors c'est pas très costaud, mais c'est plus vertical, ils sont moins dans la possession, dès qu'ils peuvent trouver les espaces, ils plongent dedans. Donc ils ont gardé un peu de leur identité, mais ils ont réussi à s'adapter aussi au football actuel. C'est pour ça qu'il est différent, mais malgré tout, ils maîtrisent, ils dominent, et pour l'instant, ils sont là où ils sont, sans avoir volé personne. C'est pour ça que le match de demain, je pense qu'il va être important pour eux, par rapport à leurs ambitions futures. Aussi, il faut parler aussi de l'organisation défensive. Très solide. Exactement. Ouais, défensivement. Très bon organisation, autour d'un C'est très leur bon plus gardien grande de but. force, peut-être. Absolument, Hein. Ouais, un très bon gardien de but, Simon. Donc là, je pense que c'est une équipe, si on peut dire, un peu complète. Mais il reste, je peux dire que si Lamine Yamal serait plus en forme, plus en vert devant, je pense que l'Espagne ira très loin dans cette compétition. Et puis il y a aussi la richesse du banc. Jamel, un Merino qui entre face au Portugal et qui inscrit le but de la victoire. Et c'est ça la force des grandes équipes, c'est la profondeur du banc. Parce que vous avez des joueurs qui peuvent suppléer un titulaire sans problème. C'est ça la force d'une équipe. On le voit avec l'équipe de France, on le voit avec même l'Angleterre. Ils ont un banc quand même assez bien fourni. La Belgique aussi, mine de rien. Parce que lorsqu'on se permet de mettre des titulaires à part entière comme De Bruyne, comme Lukaku et Deco, comment ça s'appelle? Deco. Ouais, enfin les joueurs de Manchester. Quand on les met sur la touche. Hein? Doku, voilà, c'est ça. Donc lorsqu'on les met sur la touche, c'est sur le banc, ça veut dire qu'il y a quelque chose en face qui est meilleur. Même De Bruyne, hein? De Bruyne. Même De Bruyne, oui, justement. Donc je pense que aussi bien les Espagnols que les Belges ont quand même un effectif quand même assez bien étoffé. Moi je pense qu'il faut retenir quand même que la Belgique est invaincue depuis plus d'une année et demie. 18 matchs sans défaite. La dernière c'était en mars 2025 contre l'Ukraine. 3-1. Dans le cadre de l'UEFA Nation, enfin la Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Oui. Et puis pour résumer en quelque sorte aussi le parcours de cette équipe belge dans cette Coupe du Monde, première de son groupe sans forcément convaincre au départ, une montée en puissance lors des matchs à élimination directe, élimine le Sénégal, puis écrase les États-Unis. Elle perd toutefois dans ce match Amadou Onana blessé gravement. Et puis ce qu'il y a à retenir, c'est une équipe qui arrive en confiance. Mais après, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit Jamal, c'est qu'à partir du moment... En fait, la profondeur de banc est obligatoire si vous voulez faire un bon parcours. Parce que vous arrivez à un match, là, ça fait maintenant leur 4e, ils vont enchaîner le 5e, c'est ça? Oui. Le 5e match, ils sortent d'une saison très longue. Donc si vous n'avez pas une profondeur de banc, c'est compliqué de tenir sur la durée, surtout dans les matchs à élimination directe. Donc oui, ils montent en puissance, ils prennent de la confiance. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est le match contre le Sénégal, d'avoir été dominé... de la première à la 85e ou à la revenir au score et de gagner ce match, forcément ça donne de la force, très fort caractère. Oui, mais ça donne de la confiance pour la suite et ils l'ont confirmé contre les États-Unis. Donc oui, je pense que les Belges seront là, mais malgré tout je pense qu'il leur manque quand même un petit quelque chose. J'espère pas me tromper demain. Et puis Karim, le succès face aux États-Unis est-il une référence, on va dire, pour cette équipe belge, le match référence? Pour cette équipe, oui, forcément. Forcément, ça leur a donné l'énergie et la confiance nécessaires.
comment dire ça? Je pense, franchement, entre les deux équipes, là, c'est difficile de se positionner, de dire c'est plus l'Espagne que. L'Espagne a un petit avantage, mais la Belgique est capable de gagner sur un match. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est des matchs intéressants à regarder parce que c'est des matchs ouverts. Il n'y a pas un favori. Et puis le contexte du match, le scénario du match, les faits de match vont jouer un rôle. Et puis il y a aussi un autre duel, c'est De La Fuente face à Garcia, un duel tactique de haut niveau. Quelle est votre lecture par rapport à ce duel, Karim? Entraîneur. Tactique, alors on va dire que la tactique espagnole est un peu plus rodée. Rudy Garcia est un entraîneur qui est venu, qui n'est pas un entraîneur belge, il compose, on va dire, avec. C'est un peu différent. Il y a une philosophie, il y a vraiment une philosophie espagnole dans le jeu qui est depuis des années enseignée dans toutes les catégories jeunes. Et il y a un suivi en Belgique. Là, le coach il vient et il hérite d'une situation sur laquelle il essaie de construire autour. Et un style de jeu, mais c'est pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout le même process les deux. Non, puis même pour corroborer ce que tu dis, Karim, c'est que l'entraîneur espagnol, il vient, je crois, des U20 ou il était avec les jeunes, donc en fait, il fait déjà partie de la fédération espagnole. Ils ne sont pas chercher quelqu'un à l'extérieur ou à Il a opéré une véritable révolution dans l'équipe. Donc voilà, il a cette identité, il a ses principes de jeu espagnol. Donc oui, par contre, Garcia, il arrive. Mais je pense que Garcia, il était un peu décrié. Mais par rapport à ces changements, on va dire pas risqués, mais où il a pris ses responsabilités, ça lui a donné raison, donc ça lui a donné une légitimité. Donc aujourd'hui, Garcia est plus fort que hier par rapport aux changements qu'il a fait, notamment contre le Sénégal, et ce qu'il a confirmé contre les États-Unis. Donc aujourd'hui, là, Garcia, c'est lui le patron de la Belgique réellement. Et je pense que les joueurs adhèrent à son message, et on verra demain. Comment imaginer ce duel entre ces deux coachs, ces deux... Ça va être, je peux pas dire, chaque match a ses spécificités et chaque match a chaque entraîneur a sa propre tactique. Mais je pense que les deux entraîneurs vont bien se surveiller de très près. Parce que s'il y a de la qualité de part et d'autre, on peut voir du haut niveau, comme on peut voir un match très fermé, très disputé, où le moindre détail peut être concluant. Donc je pense que ça va être un match quand même assez complexe, même si je mise comme m'a dit Khaled, je mise un petit peu sur l'Espagne pour la qualité de ses joueurs, pour la qualité de son jeu. Voilà. Oui, c'est une très bonne équipe belge. Et il ne faut pas se leurrer et dire que l'Espagne, c'est vrai que l'Espagne avec des individualités, je pense qu'ils ont un petit peu de l'avantage. Mais aussi, de l'autre côté, il y a de Catellar, Trossard, Télémans, il y a de très bons joueurs aussi, hein, surtout du milieu vers l'attaque. Je pense que ça va être difficile, deux styles différents, une équipe qui est plus pour la possession, une autre qui joue les transitions. On verra ce que ça va donner. Moi, pourquoi je te dis, Moussafa, qu'il y a peut-être un plus d'avantage par rapport à l'Espagne, c'est parce qu'ils ont plus de certitude, en fait. Ouais. En fait, on a vu une équipe de Belgique qui se cherche, qui s'est peut-être trouvée par rapport aux deux derniers matchs, mais l'Espagne, en fait, elle dégage plus de confiance et plus de personnalité, plus de certitude. C'est pour ça qu'elle a un léger avantage. Mais tu as raison, bien sûr, que ça va être un match serré, parce que même les Belges ont des individualités. Que ça soit sur le terrain, et que peut-être qu'ils vont être piqués dans leur orgueil, ceux qui sont sortis, les De Bruyne, et qui vont rentrer, qui vont vouloir démontrer aussi, peut-être. Il y a le seul madrista qui sera contre les Espagnols, c'est Courtois. Ouais. Ah, oui. Contre une équipe qui n'a pas de madridista. C'est le seul madrista qui sera contre les Espagnols. D'où la révélation de La Fuente avec l'Espagne. Ouais. Donc, voilà. Donc les individualités aussi qui peuvent aller faire basculer ce quart de finale, à votre avis? Qui peut faire basculer cette rencontre? Moi, j'irais plus pour la Belgique, de Catellar, à hauteur d'un doublé. Je pense qu'il peut faire la différence. Aussi Trossard sur le côté, le joueur d'Arsenal. Tellement au milieu de terrain, le capitaine d'équipe. Non, la Belgique, il ne faut pas les regarder de haut parce que c'est une très bonne équipe, une équipe de transition. Un entraîneur très intelligent. Aussi un bon de touche où il y a le monstre Lukaku. Donc je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile, deux styles différents. Il y a la France qui vient de marquer un but, je vous coupe. Tu n'as pas crié. C'est un but de Kylian Mbappé. Oui. Merci, Karim. Karim.
J'ai le double écran, moi, je suis pas là. Donc voilà, on parlait des Pour individus. les statistiques, la Belgique et l'Espagne se sont rencontrés 3 fois en Coupe du Monde. Une victoire chacune. Donc ce sera la belle. À quel, Ça à sera quel stade de la compétition, Jamel? En poule, en élimination directe? Je pense qu'en en élimination directe. D'accord. Ouais. C'est Mbappé qui a Et marqué. le meilleur parcours de la Belgique, c'était en 2018, naturellement, Oui, avec la fameuse équipe qui nous a battus 2-1. Forme génération. Ah, génération exceptionnelle. Ils sont arrivés, ils ont perdu quand même en demi-finale contre la France. Bah, celui qui gagne ce 1-0. match, je pense. 1-0, oui, très difficilement quand même. Allez, je pense qu'on va s'arrêter, n'est-ce pas, Abdelhak, pour une page de pub. Et on revient. Et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Club Mondial. On parlait des quarts de finale et puis c'est la France qui mène 2-0 face au Maroc. Un but de Kylian Mbappé, un autre de Ousmane Dembélé. Il joue la 70e minute à peu près, si je ne me trompe pas. Et donc, 67e minute de jeu, donc encore 20 minutes, même pas 20 minutes. Allez, on va continuer avec cette deuxième affiche Espagne-Belgique. Et puis parmi les individualités qui peuvent basculer en quart de finale, c'est les gardiens de but. Un Thibaut Courtois et en face, un très bon Unai Simon, le gardien espagnol. Sur le plan des statistiques, le meilleur, c'est l'Espagnol. L'espagnol. Il n'y a aucun doute, parce que c'est le seul qui n'a pas encore encaissé de but. Mais tout au long de ce mondial, on a vu de grands gardiens de but. Exactement. Sauver leurs équipes de véritables catastrophes. Ils se sont interposés sur l'ensemble du match, ils se sont imposés en dominant pratiquement partenaire et adversaire. Ça a été le cas du gardien du Cap-Vert, un joueur de 40 ans qui joue en deuxième division dans le championnat portugais et qui, à 40 ans quand même, il a pu quand même être le meilleur joueur, le meilleur élément de son équipe et probablement il a dû avoir des sollicitations après ce mondial. Et il y a d'autres gardiens de but aussi également, mais pour revenir au match de la Belgique-Espagne, je pense que les deux gardiens de but ont leur mot à dire. Ils peuvent, Courtois a une très très grande expérience. Et le gardien espagnol qui a suppléé le principal titulaire reste quand même un excellent gardien de but. Mustapha, Jamel a parlé d'un très bon sujet, c'est le mondial des gardiens. Beaucoup de gardiens se sont illustrés lors de cette édition. Parmi eux, on peut citer le gardien cap-verdien, et puis le gardien égyptien aussi, Choubey. Oui, le gardien espagnol, exactement. Même le gardien du Portugal. C'est les gardiens qui sont en train de jouer un rôle déterminant dans cette Coupe du Monde. Le gardien du Paraguay, celui qui a arrêté l'Allemagne. Exactement. Donc on a vu de très beaux gardiens, c'est vrai, le Vouzilia à 40 ans, il a fait sensation dans cette Coupe du Monde. Aussi le gardien Simon de l'Athletic. Donc quand on voit le gardien Simon, j'aime bien ce style. Bon, c'est l'Espagne joue dans la possession et Simon c'est le 11e joueur. Donc tu le vois dans la construction, exactement, très bon joueur. Ouais, très bon joueur. Donc c'est pour ça qu'on a vu de très bons gardiens. Courtois aussi, avec son expérience. Mais après, si on revient un petit peu au gardien suisse aussi, et celui de la Norvège, je ne sais pas comment il s'appelle, on a parlé de lui hier, aussi de très beau gardien. Dans cette Coupe du Monde, c'est vrai que quand on voit les gardiens qui propulsent leur sélection vers le haut,
Il y en a d'autres qui sont passés vraiment à côté. On ne s'attendait pas à de telles performances de gardiens de haut niveau. Honnêtement, toutes les équipes participantes au mondial ont Un très bon avaient un gardien. gardien. Sauf nous, on n'avait pas de gardien du but. Non, il faut le dire. C'est malheureux de dire lorsqu'un pays qui a affronté des Boubkeur, des Nassau, des Selbah, des Adrid, etc. Et j'en passe, de très grands gardiens de but, même qui ont joué même dans l'équipe de France. Boubkeur a joué dans l'équipe de France quand même. Tu te dis, non, c'est pas possible. Honnêtement, on avait dans les années 70-80 de très grands gardiens de but. Oui. Très grands. Et maintenant, on n'arrive même pas à dénicher un gardien de but quand même. Et puis c'est malheureux. Pourquoi occulter un constat pareil? Il faut se mettre au travail. Il faut former des gardiens de but. Former des gardiens de but depuis l'âge de 14 ans. Encore une fois, on revient à la formation. Dans 3-4 ans, tu peux le retrouver en senior, en équipe senior. Quand on voit des anciens internationaux mis sur la touche pour... c'est ça. Exactement, en club ou soit en sélection, donc là, tu te poses des questions. Et puis Khaled, un gardien, c'est 50% de l'équipe. En fait, si tu veux faire un bon parcours dans un tournoi, il te faut un grand gardien et un grand avant-centre. Avant-centre, très bien. Ce qu'a dit Mustapha, le meilleur symbole, c'est la Norvège. Ouais. Ils ont Haaland devant et un excellent gardien. Ça ne veut pas dire que les joueurs qui sont à l'intérieur Oui. ne valent rien. Ils ont un groupe, cohésion, ils sont solidaires, tout ce que vous voulez. Mais vous voulez faire un parcours, il vous faut un grand gardien et un grand avant-centre. Donc oui, c'est la Coupe du Monde des gardiens, mais de toute façon, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'excellents gardiens, de par leur morphologie. Si vous voyez Courtois ou Unai Simon, c'est deux beaux bébés, complets, jeu au pied, mais pas que. Parce qu'avant tout, un gardien, c'est d'arrêter les ballons. Donc, complet. Comme l'a dit Mustapha, ça devient des 11e joueurs. Donc oui, Coupe du Monde des gardiens, mais j'ai envie de te dire que c'est obligatoire, sinon vous passez à côté. On va écouter l'avis de Kerim Motmour, qui est de l'autre côté de l'écran. Que dire sur ce mondial et sur quel est le gardien qui vous a attiré peut-être lors de cette édition le plus? Il est bloqué. Ouais. Ok, on y reviendra à Karim. Karim, vous êtes là? On vous entend plus. On va te flexer un peu d'internet. Allez, on y reviendra à Karim. Quel est le gardien qui vous examine? C'est Nyland. J'ai retenu son nom. Un gardien plein d'expérience. Il a 35 ans. Donc, un très bon gardien. Gardien norvégien? Oui. Très costaud. Moi, j'ai vu même le gardien de but des Pays-Bas, il était extraordinaire. Vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel. On l'a vu. Je te dis, toutes les équipes avaient pratiquement un gardien. Le gardien du Ghana était très bon aussi. Très bon. Le gardien de la Suisse aussi. Paraguay aussi. Paraguay, la Suisse, etc. Oui, c'est vrai. Donc, pratiquement toutes les équipes avaient un bon gardien de but. Aujourd'hui, tu es obligé. Ok. Allez, on reviendra à Karim pour l'écouter. C'est le dernier rempart, c'est le premier défenseur, le dernier rempart aussi. Ouais. Allez, Karim, on parlait des gardiens. C'est le mondial des gardiens. Quel est le gardien ou quel gardien vous a attiré par sa prestation? Disons, celui qui surprend le plus, c'est en corrélation avec l'âge et le pays dans lequel il est. Bodina du Cap-Vert et l'âge qu'il a de plus de 40 ans. Donc forcément, c'est ce qui a surpris un peu tout le monde. Et d'ailleurs, il est bombardé d'offres. Notamment, là, il y a Messi qui a demandé à David Beckham qui vienne à tout prix à Miami, dans son club. Donc c'est le gardien star, en tout cas la révélation, je pense, du tournoi en termes de gardien. C'est lui. Après, les autres, ils sont tous un peu plus connus. Nous, concernant notre sujet, j'ai pas l'équipe nationale, vous avez quasiment déjà dit sur le plateau. Je pense qu'il y a aussi un autre paramètre, c'est-à-dire que c'est l'instabilité. Nous, on est aussi victime un peu d'instabilité à ce poste-là. C'est-à-dire que depuis la Coupe d'Afrique, on ne savait pas qui était le numéro 1. On pose à chaque fois la question qui est le numéro 1. À la fin de la Coupe d'Afrique, on se posait encore la question. Il y avait le match de la Hollande qui avait des Pays-Bas avec la prestation de Zidane qui faisait que voilà, il y avait Zidane qui s'était imposé un peu en tant que numéro 1, puis remis en question rapidement, puis un changement de gardien. Donc aussi la gestion à ce niveau-là, elle n'a pas été optimum pour donner la confiance à un gardien parce que tout comme un attaquant, un gardien il a besoin de confiance.
Donc, Après la Coupe du Monde, tu sais qui est le premier number one? Non. notre gardien numéro 1, aujourd'hui, on ne sait pas qui est le numéro 1. Ni avant ni après, quoi. Ouais. On a aussi oublié. C'est-à-dire qu'il faut remettre le tableau à zéro et essayer de travailler sérieusement sur ce volet. Parce qu'il y a de la qualité chez certains, peut-être qu'une meilleure prise en charge. Parce qu'on a vu certaines qualités chez certains gardiens de but dans le championnat national, surtout. Et je pense qu'il ne faut pas aller chercher en Suisse ce qu'on peut trouver ici, honnêtement. Il faut leur donner de la confiance, c'est tout, Jamel. Voilà, c'est tout. Une bonne prise en charge. Bah, sur ça, Jamel, ce que je peux dire, moi, je peux rajouter, parce que moi, en ayant été entraîneur adjoint là, avec les A-Prime et en n'ayant que des gardiens locaux, il y a de la qualité. Et je pense qu'elle doit être aussi mise en valeur, leur donner confiance. Mais j'ai vu des gardiens de qualité sur lesquels il y avait quelque chose sur lequel on pouvait construire. Donc c'est pour ça que moi, au début, quand on disait il n'y a pas de gardien, je n'étais pas d'accord, parce que je dis non, moi j'ai vu des joueurs de qualité qui ont besoin de gagner en confiance, qu'on leur donne confiance, qu'on arrête dans le regard de les regarder comme s'ils n'étaient pas bons, mais de montrer qu'en fait non, ils sont capables d'eux. Il y a un gardien qui vient du Cap-Vert qui a été la révélation de la Coupe du Monde. Pourquoi nous, un gardien de chez nous n'aurait pas pu l'être? Oui. À 40 ans, Karim. C'est tout un environnement, Karim. C'est-à-dire que la qualité, bien sûr qu'elle existe, mais après, il y a tout un environnement. On est dur avec les joueurs locaux, notamment la presse, et des fois un peu plus exigeant, un peu plus complaisant quand c'est pourquoi on ne sélectionne pas 3, 4 ou 5 gardiens de but et on les soumet à des stages périodiques après chaque compétition, après chaque championnat? Écoute, ça se faisait auparavant. Pourquoi on ne fait pas la même chose maintenant? Ça a donné des résultats. Ça, tu peux le faire, Jamel, mais après, le plus important, c'est de le mettre en application. C'est-à-dire que même si tu fais ça, après, une fois que tu as décidé de le mettre en équipe A, par exemple, il faut lui laisser quelques matchs. Mais bien sûr. Et pas être avec le fusil allumé à la moindre erreur et dire que non, c'est parce qu'il est ici. Il y a quand même des matchs amicaux, il y a des matchs de préparation. On peut essayer ce gardien de but. On le voit sur le championnat, sur le championnat avec son équipe. Et après, il faut créer un environnement. Si je peux rajouter un truc, je peux rajouter quelque chose à ce que tu es en train de dire, Jamel, parce que je trouve assez intéressant ta réflexion. Et j'aimerais juste rajouter, en donnant un exemple, à chaque fois, il ne suffit pas d'inventer, de voir juste ce qu'il fait à l'étranger. Parce que pourquoi faire juste quand ils sont professionnels, les gardiens? Pourquoi pas le faire dans des catégories même plus jeunes, faire des stages? Oui. Exactement. Ils ne donnent pas assez d'importance au poste de gardien. En fait, c'est dans chacune des régions de l'Algérie, de sélectionner pour chaque catégorie d'âge les gardiens qui ont un peu de potentiel et de leur faire des entraînements un peu plus spécifiques que ce qu'ils pourraient trouver en club, parce que moi, je sais pas comment ils s'entraînent tous les gardiens dans les clubs, mais ils n'ont peut-être pas forcément un entraîneur de gardiens spécialisé qui vont pouvoir les aider tactiquement, techniquement à gérer les choses. Et c'est ce que font ici la fédération allemande. Il y a ce qu'on appelle des Stützpunkt, ça s'appelle. Ils sélectionnent des joueurs dans la région, même à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans. C'est là où on commence à passer nos diplômes d'entraîneur avec eux. Ils leur donnent une fois par semaine un entraînement supplémentaire. Au début, c'est 1 fois à 2 fois par semaine dans chaque ville. Et les jeunes, ils peuvent venir. Ils ne sont pas en équipe nationale, ils sont nulle part. C'est juste des entraînements qui encadrent et qui permettent un peu de donner confiance, de pousser le joueur vers l'avant et lui donner d'autres bases que ce qu'il entend, le discours en club. Et lorsqu'on montre qu'il y a de l'intérêt pour tel joueur ou tel gardien de but, bien sûr, ça encourage le joueur. Bien sûr. Le gardien de but, s'il vient en regroupement permanent toutes les semaines ou tous les 15 jours, sur 2-3 jours par exemple, chaque mois ou toutes les 15 jours, ça veut dire qu'on est en train de le suivre, qu'on est en train de le mettre en évidence, etc. Donc, localement, tu peux le faire. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Localement surtout. Localement surtout. En termes d'entraîneur par rapport au club. Oui, voilà. C'est les clubs algériens. Ouais, parce que si tu es entraîneur et que tu vois ton gardien principal à chaque fois partir et que toi tu prépares le match du week-end, ça peut créer une problématique. Il y a beaucoup à dire. Oui, sur les entraîneurs des gardiens de but au niveau des clubs, il y a beaucoup à dire, mon ami. Je ne parle pas forcément de l'entraîneur des gardiens de but, Jamel. Même un entraîneur principal, il voit son gardien numéro 1 partir. Peut-être qu'il a besoin de lui pour travailler tactiquement. Donc il faut essayer de trouver une solution. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je trouve que c'est important, parce que j'ai joué ici et je sais, c'est que quand il y a un joueur local, entre guillemets, on est très impatient
Alors que des fois, il faut être un peu plus patient. Bien sûr, oui. Seul problème, c'est tout. C'est pour ça que je dis, en fait, l'environnement, la confiance, c'est pas uniquement la relation entraîneur-joueur, c'est tout un environnement, c'est aussi médiatique, il y a beaucoup de choses. Mais aussi, Il y a beaucoup de choses. chez les anciens joueurs qui ont du vécu et aussi qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup d'entraîneurs, de gardiens de but qui ne travaillent pas. Deux anciens internationaux. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, oui, ça, il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet. Il y a beaucoup de oui. internationaux qui ne travaillent pas aussi. Et du coup, Qui ont passé des heures. Je voulais toucher ça parce que allez, c'est un vaste sujet. Et donc, ce qu'on retient, c'est qu'il faut revoir complètement la formation dans ce poste stratégique. Et améliorer la situation. À la Et profondeur. ne pas attendre une Coupe du Monde pour commencer à pleurnicher. Autant prendre les taureaux par les cornes et travailler sérieusement. Parce que justement, l'avenir de la sélection passe avant tout par trouver, former un très bon gardien. Refondation du football national. Si on doit parler du Ali, l'Ali, il avait Chenaoui, il avait Choubir derrière. Chenaoui maintenant, il est plus, il est deuxième gardien, c'est Choubir qui est le numéro 1. Il a fait une très bonne prestation. D'où une bonne Coupe du Monde. Exactement, il a fait une très bonne prestation. Donc juste, il faut faire confiance aux gardiens de but. Et revoir aussi la stratégie des clubs algériens. Exactement. Il faut qu'ils donnent plus d'importance à ce poste. Je connais un club Pour les qui catégories avait un jeunes. très bon gardien de but qui a été même, pour ne pas le citer, c'était le 4e gardien de but en équipe nationale. Eh ben, on lui a ramené un gardien de but de notre club qui avait plus de 34 ans. Et on l'a mis comme second gardien de but, au point où on l'a poussé pratiquement à vouloir partir, à quitter le club. Je parle du Mouloudia. Comment on ramène un gardien de but qui quitte notre... alors qu'il n'avait même pas les qualités de ce gardien de but. Non, il y a beaucoup de choses à dire. À dire sur ce poste. C'est pour ça qu'on... il y a des fois, les mots ne suffisent pas, honnêtement. Très bien, allez, on va revenir à notre... Moi, je peux rajouter un dernier mot là-dessus. Rajoute. Dernier mot. Mouille-toi. De former des gardiens, mais est-ce qu'on a des formateurs? Bien sûr. Est-ce qu'on a des formations pour former les formateurs? On a sollicité Momo Benhamou pour venir pour faire une émission avec nous, pour débattre ce sujet. Allez, on va le... Non, mais lui pourra vous dire exactement, parce que lui, lui pourra vous dire... Il y en a quelques-uns. J'en ai déjà discuté de nombreuses fois avec lui, mais forcément, moi, je dis mon niveau à moi, je sais que je suis incapable d'entraîner un gardien, parce que techniquement, de ce que j'ai vu avec des vrais entraîneurs, des formateurs de gardiens, c'est tellement technique, on ne dirait pas comme ça, hein. Mais ne serait-ce que plonger, comment plonger, d'abord poser le genou, la cuisse. Il y a toute une façon de faire pour aussi sur les angles, comment appréhender chacune des situations. C'est une vraie science, c'est pas juste savoir plonger ou attraper la balle et lui faire 2-3 frappes et ça suffit, c'est comme ça qu'on va l'entraîner. Il y a une vraie technicité derrière et pour ça il faut la maîtriser suffisamment pour pouvoir la retransmettre. Donc si on n'est pas formé à pouvoir la retransmettre, on peut avoir été le meilleur gardien, avoir le meilleur passif, mais ça ne fera pas de la personne le meilleur formateur de gardien. On ne critique pas la formation, bien au contraire, mais nos ex-gardiens de but en Algérie internationaux ont toutes les qualités pour entraîner des gardiens de but. Il faut profiter de ça, mais il faut les encadrer, il faut les former. Ils ont toutes les qualités, mon ami. Et à l'époque, ils n'avaient ni formateur ni rien du tout. C'était quelque chose d'inné. D'accord. Il y a un vécu qui est très important. Et pour ne rien te cacher, le dernier en date, c'est Drid Saddin qui est actuellement au niveau de l'académie de Tlemcen qui est en train d'encadrer. Heureusement qu'on a pensé à lui maintenant, d'encadrer un stage de gardien de but. Qu'on salue d'ailleurs. Je dis juste, je ne remets pas en question le niveau de Si, on t'a compris. Je dis juste qu'il faut penser à encadrer tout le monde. Et tout le monde a besoin d'accompagnement. Merci, le message est clair. Allez, on revient brièvement à cette demi-finale. Quart de finale, donc Belgique-Espagne. Alors, comment imaginer ce scénario? Ils peuvent aller jusqu'aux prolongations, à votre avis? Oui, tout est possible, tous les scénarios sont possibles. On l'a bien vu contre l'Espagne et le Portugal. On pensait que ça allait sur une prolongation, puis ils prennent un but à la fin du match. Comme je dis, ça va être un match serré. Bon, après, le scénario lui-même, vous savez, il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas dans un match, donc c'est sûr de se projeter. Mais je reste persuadé que les Espagnols vont l'emporter. D'accord. Dernier pronostic? Ça va jouer dans la gestion des émotions, parce que ça va être vraiment fort, ce quart de finale. Ça va être très difficile, deux styles différents. Je pense que la Belgique pourra faire des problèmes à cette équipe espagnole. Peut-être créer la surprise. Pronostic, Jamal? Espagne. Espagne. Oui.
Moi, j'ai pas donné de pronostic. Hein. Pronostic, Mustapha? Bah, Belgique, tu nous as dit qu'ils Match nul. vont faire la surprise. Elle peut donc. faire du mal. Bah, il va opter pour le match nul. Allez. Allez, on arrive à la fin de l'émission. Dernier pronostic, Karim. Avant de vous laisser dormir. J'ai l'air fatigué. C'est là-bas. Non, mais l'Espagne devrait avoir le petit plus au final. On ne sait pas. Hein. Très bien. Et c'est toujours On a été de 2-0. très mauvais pronostiqueurs. Oui, jusque-là. Surtout Jamal, hein. Non, pas surtout moi. Même Surtout Karim était avec moi aussi. Allez, Au on dernier joue. match. Mexique-Angleterre, non? Mexique-Angleterre, voilà. Après, c'est difficile. On a mal pronostiqué. C'est Mexique-Angleterre. difficile de voir l'Angleterre gagner. Hein. Ah oui. Non, c'était prévisible. Bon, excuse-nous après. Sur papier, C'est facile c'était de parler prévisible. après. Non. Allez, on joue la 86e minute entre la France et le Maroc. Et c'est toujours la France qui mène 2-0 avec Kylian Mbappé, un but de Kylian Mbappé et un but de Ousmane Dembélé. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission. On se retrouve demain pour un débrief, voilà, France-Maroc et aussi Belgique-Espagne. Merci Khaled. Merci à toi, Khaled. Merci Karim Tmour. Merci Mustapha et merci Jamal. Merci Khadija. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!